Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillaudo et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes. C'est le premier épisode de 2021 et j'ai donc très envie de profiter de l'occasion pour vous souhaiter une très très belle année. En rentrant de la plage le 1er janvier, je regardais le paysage et mon regard a été happé par un tag que j'avais certainement dû passer des tas de fois avant de le remarquer. Et ce tag disait « Ça fait du bien la vie » avec un immense point d'exclamation. Alors c'est ça que je vous souhaite pour 2021, c'est de vous dire aussi souvent que possible « Ça fait du bien la vie ». Je profite de cette introduction de nouvelle année pour vous dire aussi toute ma gratitude pour votre présence et vos oreilles attentives. C'est un bonheur de faire grandir ce projet avec et grâce à vous, et l'année 2021 réserve bien des nouveautés. J'ai lancé ma société tout début janvier et je vais très bientôt vous enregistrer un épisode pour vous en dire plus sur ma nouvelle activité. Stay tuned. Tout ça pour vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver avec l'épisode du jour avec Héloïse Chapiro, qui est la fondatrice de la marque de bijoux Héloïse et Abélard et maman de 2 jeunes enfants. Héloïse a lancé sa propre marque de bijoux il y a un peu plus d'1 an. Oui, juste avant le premier confinement. Nous avons donc exploré tout un tas de sujets autour de son parcours professionnel et de son histoire de vie, qui ne font qu'un évidemment. L'influence des femmes, de sa famille sur ses ambitions, les épreuves de la vie qui l'ont poussée à se lancer à son compte après des années dans des grandes maisons de joaillerie, ce que ça change d'être à son compte, notamment dans la gestion de son temps, et comment elle a fait grandir sa société en 1 an, notamment en saisissant les opportunités que l'année 2020 a offertes, tout en ménageant sa vie de femme et de mère. Héloïse est une grande lectrice, notamment de philosophie, et ça se sent dans ce qu'elle partage. J'ai adoré son approche résolument pragmatique et sa manière de rêver sa vie et de se donner les moyens de réaliser ses rêves, tout en douceur et en travail. Alors je vous laisse avec cette citation d'Alain, extraite de Propos sur le bonheur qu'Héloïse aime particulièrement. Il faut croire, espérer et sourire, et avec cela travailler. Très bonne écoute. Salut Héloïse. Bonjour Sandra. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'avoir ce petit moment avec toi. Moi aussi, je te remercie beaucoup d'être là, d'être mon invitée. Je vais te laisser te présenter et je vais te laisser nous dire un peu comment tu vas en ce 2e confinement. D'accord. Qui es-tu, Héloïse? Alors, du coup, je m'appelle Héloïse Chapiro, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, je suis parisienne. Comment je vais? Eh ben, écoute, je vais plutôt bien dans cette période un petit peu étrange. Je suis la fondatrice d'Héloïse et Abélard, qui est une maison de joaillerie circulaire, qui a été fondée il y a 1 an, exactement. Et donc, j'attaque mon 2e confinement en 1 an de création d'entreprise. Voilà. Rien que ça, voilà, là ça pose le truc, on va en parler, parce que oui, tu entreprends dans des conditions rock'n'roll, je sais pas trop comment les qualifier autrement. Exactement. On va en parler de ça, mais je voulais qu'on commence par, j'aime bien au tout début des entretiens revenir très en arrière et te demander de quoi tu rêvais quand tu étais petite. Là, tu nous parles de bijouterie circulaire, de joaillerie circulaire. Est-ce que c'est ça que tu rêvais ou est-ce que c'était quoi tes rêves quand tu étais petite, Héloïse? Alors moi, sans vouloir être cliché, c'est vrai que j'ai toujours rêvé de bijoux, de vêtements, de féminité, d'allure, de mode. J'étais entourée de femmes qui étaient extrêmement coquettes autour de moi et je pense que c'est très ancré en fait dans ma vision de la femme. Et disons que petite, je rêvais de tout ça, de pouvoir m'offrir des bijoux, des vêtements, de créer un propre style, avoir sa personnalité et sa propre allure de femme. Voilà. C'est très imprégné des femmes qui étaient autour de toi. Oui. Ta maman, elle travaillait. C'était quoi le modèle familial du rôle de la femme chez toi?
Alors, en effet, moi, j'avais une mère qui travaillait. J'ai toujours été très... effectivement, il y a quelque chose d'assez important, je pense, qui est bien ancré, qui était bien ancré dans mon éducation. C'était l'importance d'être indépendante. Mhm. Donc, d'être une femme indépendante, de créer sa propre voie. Donc, une indépendance à la fois culturelle, mais aussi euh, professionnelle et financière. Bon, moi, ma mère était médecin. Voilà, donc c'est vrai que j'ai bien en tête ce schéma de maman active euh, qui, euh, qui peut vivre seule et a fait ce qu'il fallait pour gagner cette indépendance. Et comment tu te projetais, toi, le fait de devenir maman? T'es devenue maman quand tu étais chez Chanel, il me semble, c'est ça? Oui, alors je suis devenue maman, je me suis mariée à 30 ans et j'ai eu ma fille à 31 ans. Mhm. Moi, je me projetais pas dans le fait de devenir maman. C'est pas quelque chose auquel je pensais en avance, en fait. Mhm. Je me projetais dans plein de choses dans la vie, mais je m'étais jamais posé la question de la maternité. J'ai toujours pensé que le sujet se présenterait en temps voulu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pas vraiment quelque chose auquel je réfléchissais depuis des années. Mhm. Et puis finalement, notre monde un peu actuel où on fait des enfants de plus en plus tard et surtout dans les grandes villes. Moi, j'étais relativement jeune, enfin, disons dans les premières dans mon entourage. Et voilà, du coup, j'ai pas tergiversé très longtemps. Une fois Ok. que j'ai eu envie de me lancer, et bah, j'ai eu la chance de pouvoir le faire assez vite. Voilà. Et ouais, non, mais t'as raison, c'est une chance parce que ça arrive pas toujours comme on veut. Qu'est-ce que ça a changé pour toi quand tes enfants sont arrivés? T'étais quelqu'un, quand on discutait, tu me disais que t'étais une grosse bosseuse, que t'avais une certaine ambition, que tu peux peut-être définir d'ailleurs. Ça a changé quoi, l'arrivée de tes enfants dans cette vie rapide et bien rodée? Alors peut-être pour expliquer un peu comment mes enfants aussi sont arrivés dans cette vie, moi j'ai vécu deux événements majeurs dans ma vie et qui ont un peu orienté aussi mes choix professionnels. Mhm. Euh, En fait, j'ai perdu ma mère à 30 ans d'un cancer fulgurant, donc j'étais extrêmement proche d'elle. J'ai décidé du coup dans la foulée en fait d'avoir mes enfants. Donc j'ai Mhm. eu deux enfants très rapprochés avec effectivement ce désir, enfin ce besoin de vie qui s'est présenté très rapidement. Et donc j'ai éduqué mes enfants, enfin mes bébés disons, sans figure maternelle à mes côtés. Ouais. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là, moi, que je me suis aussi beaucoup construite et que je suis aussi sortie de l'enfance pour devenir un peu plus femme, mère et et avoir cette idée de maîtrise de ma propre vie, enfin d'être à un moment de sa vie où finalement on fait ses propres choix et on les fait plus pour se rassurer ou pour se dire que plus tard on les fera et qu'on doit cocher des cases pour y arriver. Voilà. Donc, quand mes enfants sont arrivés, donc déjà, c'était dans ce contexte-là, et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai des enfants extrêmement faciles, donc leur arrivée était très naturelle, et puis sans prise de tête. C'est-à-dire qu'avec mon mari, on a fait un peu comme on le sentait, et ça s'est très bien passé. Et assez vite, j'ai eu tout de même envie euh, de reprendre une vie professionnelle assez intense, voilà, de pouvoir disons, me prouver que je pouvais être à la fois mère, à la fois femme voilà, en entreprise avec une vraie carrière. J'avais envie de mener vraiment tous les sujets de front et de me dire, voilà, j'ai fait le job de mère, j'ai Mhm. enfanté. Maintenant, j'ai un peu envie de me recentrer sur moi, sur mes ambitions. Voilà. Donc après l'arrivée de mon fils, donc mon deuxième, j'ai choisi de prendre un nouveau job, donc qui était plus conséquent que mon job précédent, Mhm. et donc forcément qui a eu des implications un peu plus fortes sur ma vie perso et donc sur l'équilibre à trouver hein, justement entre une vie de jeune maman et en même temps une vie en entreprise, une vie corporate qui était assez prenante. Voilà. Ouais. Et comment tu l'as trouvé alors
Comment tu as trouvé tes marques? Comment t'as avancé avec tout ça? Alors, comment j'ai avancé? J'ai un peu mené tout de front. Je me suis pas vraiment posé de questions. Je pense que mes enfants étaient petits aussi à cette époque-là, donc c'est vrai qu'à partir du moment où ils dorment et ils sont en bonne santé et ça se passe bien, qu'on a un mode de garde qui est sain et que enfin, tout roule. Mhm. Voilà, j'avais mes horaires, je voyais mes enfants, mais c'est vrai que je travaillais beaucoup, beaucoup. Et j'avais envie, en effet, de me prouver que voilà, je pouvais tout gérer. Et puis surtout Ouais. avec cette envie personnelle un peu d'accomplissement qui Ouais. passait à cette époque-là euh, par ça. Voilà. Ouais. Alors là, tu viens de dire un mot clé, je pense, à cette époque-là. Ouais, Qu'est-ce qui tout à fait. il y a eu un changement parce que, enfin, qu'est-ce qui fait que donc tu as quitté ce schéma qui avait l'air de Mm. quand même rouler, mine de rien, dans lequel Mm. tu avais l'air de Mm. trouver ce qu'il te fallait, ce dont tu avais besoin pour lancer Héloïse et Abélard il y a même pas un an. Ça a été quoi le cheminement ou le déclic? Enfin, ça a été quoi le processus pour toi? Alors moi, j'ai eu vraiment un très gros déclic, sachant que ça faisait quand même plusieurs années que je me disais que de toute façon, je ne serais pas salariée toute ma vie. Donc ça, Mm. c'est quelque chose qui était assez ancré en moi. Et puis c'est vrai que j'ai grandi dans une famille d'indépendants, donc et avec des entrepreneurs aussi. Donc j'avais cette idée qu'un jour, je sauterais le pas. Pourquoi, quand, comment, aucune idée, mais j'avais ça en moi. Et puis en fait, c'est la vie qui a décidé, enfin, c'est mon corps en fait qui a décidé, puisque du jour au lendemain, j'ai eu un gros souci de santé à 34 ans. Donc un peu moins de 2 ans après avoir pris un gros job, avoir eu mes 2 enfants et mener cette vie un peu hyper dynamique, hyper active, hyper angoissante, enfin, parce que beaucoup de pression au niveau professionnel, au niveau personnel. Enfin voilà, en tant que femme, Mhm. on se met aussi beaucoup de pression. Enfin, en tout cas, moi, je m'en mettais beaucoup. Je m'en Ouais. mets toujours autant. Mais ça, on en Ouais, reparlera. mais ouais, je pense que c'est un truc qui parle à beaucoup de gens qui écoutent ce podcast. Voilà, Ouais. voilà. Et du coup, non, en fait, j'ai eu un gros souci de santé à 34 ans. Donc, comme je te le disais, bon, en gros, l'hérédité a un peu fait son job. Mm. Euh, Tout à coup, tout s'est arrêté. On a découvert quelque chose un peu par hasard, parce que j'avais des douleurs. Et en fait, ça a été un peu un coup d'arrêt, Mm. puisque bon, il s'avère que finalement, c'était pas très, très grave et j'ai été opérée et tout s'est très bien fini. En revanche, le jour où on s'en est rendu compte, on ne savait pas. Et donc là, tout s'est arrêté. Euh, Ouais. Tout s'est arrêté. On m'a arrêté, le médecin m'a arrêté. Et on m'a dit, bah voilà, là on s'arrête et puis on va regarder ce qui se passe. Et, euh, et là, en fait, du coup, moi je l'ai pris de manière très pragmatique. Alors, j'ai pas du tout été effondrée, tétanisée. Voilà, j'ai un rapport à la maladie qui est assez rationnel. Donc, enfin, Mhm. voilà, je me suis pas du tout laissée emporter par mes émotions, mais j'ai plutôt fait les choses de manière très pragmatique, en me disant, bon, en fait, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai deux choix. Soit je prends ça comme, voilà, c'est quelque chose qui me tombe dessus, ça pourra m'arriver demain, dans 10 ans, peu importe, voilà. Mhm. Soit j'analyse ce qui se passe et j'essaye de me demander, mais attends, en fait, est-ce que je dois comprendre quelque chose, quoi. Ouais. Et disons que je suis plutôt partie sur l'option 2, euh, en me disant que j'avais la chance d'être face à un choix, que mon corps avait la gentillesse de m'alerter cette fois-là, que ma vie, bah, elle tournait peut-être par rond, en tout cas pas comme il faut, que lui, en tout cas, n'était pas satisfait. Euh, et donc, j'ai cheminé assez vite, parce que dans ces situations-là, on doit quand même assez vite choisir son camp, en se disant, bah voilà, si je me bats, pourquoi je me bats en fait? Je me Mhm. bats pour revenir dans ma boîte, pour reprendre mon job, pour reprendre mon rythme, ou je me bats pour autre chose? Mm. Donc voilà, moi, Ouais. c'est un peu ce déclic qui m'est arrivé.
C'est joli ce que tu dis, mon corps a eu la gentillesse. Je trouve ça trop joli parce que non, mais on présente souvent ça comme un choc ou comme mon corps m'a arrêté ou tu vois? Et en fait, non, c'est ton corps a eu la gentillesse de te dire ça et de te remettre sur un chemin qui était peut-être plus, enfin, celui qu'il fallait que tu prennes. Et donc c'est à ce moment-là que tu as lancé Héloïse et Abélard. Quand on s'était rencontrés toutes les deux, tu m'avais raconté, c'est allé très très vite en fait. Tu t'es arrêtée, tu as arrêté ton boulot et quelques mois après, Héloïse et Abélard étaient là, quoi. Oui, tout à fait. Raconte-nous ça. Alors, en fait, donc suite à ce qui m'est arrivé, j'ai donc pris une décision assez rapide, qui était que voilà, j'avais envie de partir. J'avais envie de faire autre chose de ma vie, de me recentrer sur l'essentiel. J'avais l'idée de, en fait, ce choix de qu'est-ce que je veux incarner, qu'est-ce que je veux transmettre. Et en fait, j'ai assez vite compris que je voulais plus incarner la femme que j'étais. J'y trouvais plus vraiment de sens. Et j'avais plutôt envie de laisser libre mon instinct, de suivre un peu plus mon instinct. Et moi, je crois beaucoup à l'idée qu'on est tous entrepreneurs de notre vie. Je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'action. J'ai toujours pensé que... j'ai toujours pas mal raisonné en... Penser, c'est vouloir. Voilà, si tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens et tu le fais. Moi, c'est vrai que j'ai toujours raisonné comme ça. Dans mon parcours académique, professionnel, je suis assez dans cette philosophie-là. Et donc, en fait, assez simplement, j'ai reposé les choses en me disant, bah voilà, qu'est-ce que tu aimes faire? Tu aimes faire des bijoux. Pourquoi tu aimes faire des bijoux? Parce que bah, ça fait écho à ta vision de la femme, à la transmission, à la beauté. Tu en faisais avant des bijoux, avant de lancer Héloïse et Abélard? En fait, moi, j'ai toujours travaillé dans des maisons de joaillerie. Enfin, j'ai toujours travaillé à l'horlogerie joaillerie. Donc, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans différentes maisons de la place Vendôme. Donc, j'ai toujours travaillé dans cet univers-là. J'ai fait une école de commerce, donc j'ai fait HEC Paris. Et ensuite, j'ai fait l'Institut français de la mode, donc avec cette idée d'aller vers la mode, les accessoires, les bijoux. Et donc, assez vite, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans différentes maisons dans lesquelles j'ai évolué et qui m'ont rapproché effectivement de la joaillerie. Donc, quand je me suis arrêtée, quand la vie a décidé qu'il fallait que je change un peu les choses, ce qui était sûr, c'est que je voulais continuer à faire des bijoux. En revanche, comment, pourquoi, et essayer de se demander si ma vision des bijoux était conforme à un potentiel business. Et voilà, c'est ces questions-là que je me suis posée. Et j'ai commencé en fait donc j'ai quitté ma précédente entreprise en juillet de l'année dernière, donc juillet 19, et j'ai créé les statuts de la société en octobre. Voilà, donc pendant ces 3 mois-là, j'ai posé les choses. Moi, j'avais déjà fabriqué des bijoux pour moi, donc j'ai fait fabriquer ma bague de fiançailles et des bijoux de naissance. En fait, comment tu les dessinais, les bijoux, ta bague de fiançailles, tes bijoux de naissance, c'est toi qui les dessinais? Parce que ça m'avait frappé quand on s'était rencontrés, tu m'avais dit, je suis pas quelqu'un de manuel, mais pourtant j'ai l'impression que tu es quand même très très impliquée dans la partie créative de Héloïse et Abélard. Quelle appropriation, tu vois ce que je veux dire? Alors, effectivement, donc pour t'expliquer, moi j'ai pas du tout un parcours de designer, comme je te l'ai expliqué. En revanche, j'ai effectivement une vision assez précise de ce que je veux faire en bijoux, de ce que j'aime en bijoux. J'ai la chance d'avoir tout appris dans les différentes maisons dans lesquelles j'ai travaillé. Donc, j'ai appris la fabrication, j'ai appris la technique, j'ai appris les pierres, j'ai appris voilà, tout ce qui est autour de la joaillerie. J'avais un rôle je travaillais au marketing produit, donc je travaillais à la fois avec le studio de création, les équipes de fabrication, mais aussi j'avais une casquette un peu plus business sur les prix, les marges, les volumes de vente, etc. Donc j'avais une vision assez 360 du métier, et en parallèle, effectivement, moi, je fais des petits croquis, je réalise, surtout je pars des pierres, donc des pierres que je recycle.
Et j'imagine des compositions aléatoires de diamants, donc via des petits croquis. Et surtout, je pars assez vite en conception 3D. Donc j'ai une Mhm. personne qui travaille avec moi sur la 3D, qui comprend très très bien ce que je veux. Et du coup, on modélise assez vite les choses ensemble. Les premiers bijoux que j'ai faits, je les ai faits avec des ateliers parisiens, des tout petits des ateliers indépendants, Mhm. avec qui, avec ce même processus-là. Moi, je venais avec une idée, je leur expliquais, on cherchait les pierres ensemble, et pas à pas, on donnait naissance à mes bijoux. Mhm. Et alors, comment l'idée de Héloïse et Abélard, telle qu'elle se présente aujourd'hui, a germé, enfin, a germé vite d'ailleurs? En fait, donc moi j'ai réalisé mes propres bijoux en recyclant des diamants qui appartenaient à ma mère, à ma grand-mère, mais Mhm. aussi en recyclant des diamants que j'avais pu dénicher en vente aux enchères, sur des bijoux anciens, voilà. Donc ça c'était ma vision de mes propres bijoux. Mhm. Euh, la joaillerie de tout temps, et c'est vrai que la vision du bijou que j'ai eue et qu'on m'a transmise, c'est celle-ci. C'est l'or et les diamants sont des matières qui sont rares, qui sont éternelles. On les transmet de génération en génération. Et donc un bijou, ça se monte et ça se démonte toute sa vie. Mhm. Euh, c'est un, c'est l'essence de la joaillerie. Depuis toujours, les reines, les rois on montait, démontait Mhm. des couronnes, des diadèmes, etc. Donc on vit tous avec un peu cette idée-là de petite fille aussi. Et c'est vrai que quand on travaille dans une grande maison, en tout cas dans une maison d'une certaine taille, ce processus-là, ben, on ne peut pas le mettre en place et on n'a pas du tout cette démarche-là. Dans cette quête de sens qui m'animait, je trouvais que c'était tout à fait pertinent euh, de se dire, bah voilà, en fait, moi, je vais fabriquer des bijoux en petite quantité, en recyclant des diamants qui m'entourent. Aujourd'hui, on a extrait 80% de l'or sur notre planète et en diamant, le XXe siècle a été vraiment, c'est un peu un siècle de pillage de Ouais, toutes les mines, surtout, enfin, la découverte de l'Afrique ouais. des mines africaines a beaucoup accéléré les choses. Donc il y a énormément de diamants sur le marché qui sont des diamants de seconde main que personne réutilise parce qu'effectivement ce sont des processus de fabrication qui sont beaucoup plus complexes puisqu'il faut les chercher, les analyser, les trier. C'est Mhm. plus compliqué que d'appeler un diamantaire qui nous envoie par DHL 50 diamants de 2 mm en qualité GVS, si je résume. D'accord. C'est le même principe que des marques de mode qui recyclent des tissus ou voilà, c'est de l'upcycling, donc on a un processus de fabrication qui est plus compliqué. Euh, Moi, j'avais montré mes bijoux, enfin, dans mon entourage, mes bijoux plaisaient. Euh, Ma démarche, je pense qu'elle est louable et elle me permettait aussi d'avoir une approche plus responsable de la joaillerie, Mhm. de sortir aussi voilà, de ces problématiques un peu éthiques qui sont autour du bijou. Euh, et puis surtout de proposer des bijoux qui ont une histoire, Ouais. qui revêtent le caractère du temps, qui redonnent de la valeur aux choses dans un monde où, encore plus cette année, on ne sait plus ce qui a de la valeur. Et enfin, voilà, on est un peu. La quête de Ouais. sens, elle est importante. Donc, moi, j'avais envie de créer un bijou qui incarne aussi la personnalité de quelqu'un, qu'on ne trouve pas aux quatre coins de la Terre. Euh, et, euh, et surtout de m'adresser à une clientèle qui est une clientèle qui est comme moi. C'est-à-dire que si moi je fabriquais mes propres bijoux, finalement, c'était aussi que je me reconnaissais pas forcément dans les marques qui vivaient autour de moi. Et cette démarche de circularité, elle était hyper importante à mes yeux. Donc, j'ai imaginé que cela pourrait plaire à une clientèle qui est locale, Mhm. qui était plus forcément très à l'aise avec l'idée de rentrer dans une grande maison, d'être assez intimidée, euh, peut-être une vision un petit peu protocolaire, qui propose un peu une vision un peu protocolaire euh, et assez codifiée et peut-être un peu voilà, intimidante, peut-être un peu poussiéreuse aussi. Voilà. Mhm.
Ouais. Ouais, on sent que ton business, il répond à tout un tas de problématiques que tu as pu rencontrer toi. Ce dont j'aimerais qu'on parle aussi, c'est de ce passage du salariat à l'entrepreneuriat, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et que cette année, qui se posent cette question-là, et que cette année a vraiment exacerbé pour beaucoup de personnes ces envies d'aller vers des projets qui font vibrer, quoi. Et il y a pas mal, quand on s'était rencontrés, il y a plusieurs obstacles dont tu me parlais, que tu avais réussi à franchir, et j'aimerais bien qu'on les décortique un peu en me disant que ça peut peut-être aider celles et ceux qui écoutent. Un des premiers obstacles dont tu me parlais, c'était cette idée que tu pouvais pas te lancer seule. Et ça moi, je l'entends souvent aussi, et Oui. je l'ai vécu aussi, cette idée que ouais, le travail en équipe, c'est vachement riche, c'est vachement rassurant, ça aide pour avancer. Comment t'as fini? Parce que finalement, tu t'es lancée seule. Comment t'as passé ce cap-là? Donc, je te rejoins en effet sur cette problématique d'association. Ouais. En effet, c'est quelque chose qui est très ancré et qui est très juste, hein. On est plus fort à deux. C'est bien d'être complémentaire. Euh, c'est à la fois plus efficace et plus rassurant et plus facile aussi à gérer parce que l'entrepreneuriat, c'est très difficile. Donc, d'être deux, c'est aussi sympa pour se serrer les coudes. Donc, moi, Ouais. effectivement, j'avais cette grosse problématique qui était, voilà, je vois à peu près, en fait, l'identité de ma marque. Alors, je ne savais pas trop ce que j'allais faire comme type de bijoux, etc. J'en étais pas du tout là, mais je voyais à Mm. peu près le projet. J'avais une vision assez claire là-dessus. En revanche, j'avais aucune idée de potentielle association. Donc, Mhm. j'ai un peu cherché au début. J'ai essayé de rencontrer des gens, de parler de mon projet. J'ai aussi pris beaucoup de conseils à droite à gauche sur est-ce qu'il faut s'associer, est-ce que c'est indispensable, quitte à retarder le démarrage de son projet. Mhm. Euh, Est-ce qu'on s'associe à 35 ans comme on s'associe à 25 ans? Parce que c'est un Ouais. vrai point. Euh, donc voilà, j'ai un peu soulevé toutes les pierres sur ce sujet-là. Et puis finalement, après une bonne réflexion sur le sujet, j'ai fini par me dire, bah, en fait, si le projet est assez beau, qu'il est assez fort, qu'il fonctionne, eh bien, l'associé idéal viendra à moi. Mhm. Et la marque devra être assez forte pour être attractive. Mhm. Et ça, c'est mon job. Mhm. Euh, Parce que moi, j'avais pas envie de reculer, j'avais pas envie d'attendre. Je vais aborder du coup une deuxième problématique qui est le point Mhm. financier. Mhm. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir en bénéficiant d'une allocation Pôle emploi Mhm. qui a une durée limitée. Mhm. Donc, plus on attend pour lancer le projet idéal avec la bonne personne, Ouais. avec le bon business plan et avec tout ce qui va bien, bah, les mois passent et bizarrement, la réalité, enfin les mois qui nous restent pour tester très concrètement les choses, Mhm. bah, ils sont pas nombreux. Donc Ouais. voilà, moi j'ai testé, je me suis donné un mois, je crois, ouais un mois, ouais je me suis donné un mois pour sur cette problématique-là, et puis à la fin j'ai fini avec cette conclusion-là. D'accord. D'accord. Et pour autant, t'es pas complètement seule, puisque tu te fais épauler sur certaines tâches. Je crois qu'il y a. Oui, Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, je pense qu'en effet, c'est là où on touche un point qui est important ouais. et moi, je me pose, au bout d'un an, hein, je me pose encore la question Mhm. qui est est-ce que j'ai besoin d'un associé ou est-ce que j'ai besoin d'être aidée? C'est pas Ouais. pareil. Non, pas du tout. Euh, c'est pas pareil. Un associé, c'est une personne avec qui on va se diviser les tâches et on recherche vraiment une forme de complémentarité. Euh, on donne une partie de son capital, on n'est donc plus maître à bord. Ouais. Euh, voilà, c'est vraiment une première vision. La deuxième vision, c'est je m'en sors pas, j'ai besoin d'aide. Ouh Mhm. là là, comment je vais faire tout seul? Mais pour répondre à ça, c'est pas forcément un associé dont on a besoin. Mhm. C'est c'est du coup des personnes qui vont nous aider sur des sujets précis. Et à ce moment-là, ce dont on a besoin, c'est a priori la partie financière qui doit être bien pilotée Mhm. et anticipée et qui peut nous accompagner dans ce besoin en effet d'être aidé par des freelances, par des stagiaires,
part des salariés quand la boîte le permet. Voilà, mais je pense que c'est sur le point de l'association, je l'ai mentionné brièvement, mais c'est vraiment pas la même chose de se lancer à 25 ans en sortant d'école, en étant jeune et plein d'avenir. Non, mais en même temps, Tu es aussi jeune et pleine d'avenir. ouais, c'est vrai. Mais en se disant, voilà, en fait, franchement, je connais pas grand-chose. Ouais. C'est un peu ma motivation et voilà, mon apprentissage, le fait d'avoir cette capacité à apprendre tous les jours qui va me permettre de grandir, etc. Mm. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Je pense que dans les personnes qui t'écoutent, voilà, il y a peut-être des gens comme moi qui ont mon âge. Et c'est vrai que se lancer à 35 ans en étant jeune maman, c'est quand même le pire cauchemar, quoi. Enfin, non, mais c'est le pire moment. Mais Ouais, c'était ma question. c'est vrai, quand Bah oui. on prend un peu de Mm. recul sur les étapes d'une vie, globalement, on a peut-être plus intérêt à se lancer à 25 ans et à 40 ans qu'à 35, quoi. Enfin, j'en sais rien. Mais Ouais. inversement, je pense que c'est aussi une question de moment. Mais c'est vrai que l'association, pour en revenir au sujet, l'association à 35, elle n'est pas aisée parce que on doit être complémentaire aussi sur sa vie perso et sur ses ambitions. Ouais. Je dis n'importe quoi, mais voilà, par exemple, le temps que vous allez dédier à votre entreprise sera peut-être pas le même si vous avez 4 enfants que si vous n'en avez pas. Mm. L'ambition qui est derrière, même l'ambition financière, voilà, je veux faire x12 en 2 ans, bah ouais, ok. Mais en fait, moi, à 18h, faut que je sois chez moi, quoi. Mm. Donc, enfin, voilà, je pense que c'est l'association à 35 ans, si elle est réussie, c'est un jackpot. Mais en tout cas, elle est plus complexe. Il faut bien creuser, quoi. Il Voilà. faut bien creuser, ouais. Et là, c'était un peu mes prochaines questions sur le fait d'entreprendre quand on a des enfants, jeunes ou moins jeunes, mais il y a beaucoup ce frein-là aussi, oui, oui, mais j'ai des enfants. Et il y a aussi cette idée, ce que tu partageais quand on avait échangé ensemble, mais Mm. cette idée que quand on est femme et qu'on est mère, Mm. on est parfois considéré comme si on était, enfin, l'extérieur considère que c'est comme si on était femme au foyer et qu'en plus, on montait une boîte en même temps, sans aucune condescendance pour les femmes au foyer, Bien sûr. mais comme si, en fait, on avait deux jobs enfin, comme si le job, enfin, la boîte était un petit peu secondaire et était du bonus, quoi. Comment t'as avancé avec ça? Alors, effectivement, c'est une problématique qui est vraiment pas évidente et je pense que moi, j'avance encore tous les jours et j'avancerai sur les 10 prochaines années de ma vie sur ce sujet-là parce que, en fait, l'entrepreneuriat, euh, euh, on définit ses propres règles. Mm. Euh, et en fait, c'est une force intérieure qu'il faut avoir aussi de définir ces règles de répartition. Voilà. C'est quoi la vision de la mère c'est quoi ma vision de mère, Mhm. quelle mère je veux être. Mhm. Donc, est-ce que pour moi c'est indispensable d'emmener tous les matins mes enfants à l'école? Est-ce que c'est le week-end je travaille pas? Est-ce Ouais. que c'est tous les soirs à 18h je suis chez moi? Mhm. Enfin, encore une fois, moi je pense que c'est important d'avoir une vision très factuelle et rationnelle des choses. En Ouais. tout cas, moi je le vis comme ça. Enfin, dès que j'ai un problème, j'essaye de mettre vraiment les choses à plat très concrètement. Mhm. C'est pas facile d'être entrepreneur et maman parce que on jongle avec la culpabilité en permanence. C'est-à-dire Ouais. que la culpabilité qu'on pouvait avoir quand on était salarié en disant bah voilà mince j'ai une réunion ce soir je vais rentrer à 21h je vais pas voir les enfants, Mhm. et ben on pouvait à la limite la déporter sur l'entreprise Ouais. de se dire bah voilà oh là là ils m'ont encore imposé un meeting. Ouais, mais en fait là la culpabilité elle est 100% perso, quoi. Mm. Donc Ouais. donc voilà, je réponds pas très bien à ta question qui est Non, mais comment on vit, mais je pense que c'est aussi dans la communication avec ton mari qui est hyper importante, dans la personne en mhm. tout cas qui est le père, le mari, le copain. Euh, c'est vraiment de bien communiquer le sujet, c'est-à-dire que les décisions qu'on va s'imposer
d'organisation personnelle, il faut aussi les communiquer. C'est-à-dire que, par exemple, si on a besoin de rester plus tard au travail 3 jours par semaine, et ben on le met en place. Voilà, mais je pense que tout ça, c'est la communication, c'est hyper important. Et c'est vraiment mettre à plat les choses. Et les choses évoluent tous les mois en plus. Donc, faut les remettre à plat en plus à chaque fois. Ouais. Mais la posture de femme au foyer, c'est aussi, ça va peut-être te surprendre, mais moi, c'est aussi ce que je m'impose moi personnellement, qui est parfois difficile, c'est que j'ai quitté aussi mon précédent job pour m'occuper plus de mes enfants. Ouais. Et ça, concrètement, c'est le cas ou pas? Concrètement, en fait, je me pose la question tous les jours. Ouais. Et en fait, c'est hyper différent parce que concrètement, j'ai la liberté aujourd'hui et ce que j'essaye de faire pas mal, c'est chaque jour est différent. Donc, Ouais. il y a des règles, c'est-à-dire que oui, de les coucher le soir, voilà, mais il y a des imprévus. C'est-à-dire que si un matin, finalement, j'ai envie de travailler de la maison et rester déjeuner avec eux quand ils rentrent de l'école, et ben, je peux le faire. Donc, en fait, c'est voler des petits moments. Et oui, aujourd'hui, je suis convaincue que je suis beaucoup plus présente, mais c'est pas forcément en charge horaire, quoi. Voilà. Ouais. C'est intéressant ce que tu racontes parce que j'en parlais il y a pas longtemps avec une amie entrepreneur et on parlait de ce mythe, tu sais, de la flexibilité du temps quand tu te mets à ton compte. Je crois que c'est le moteur pour certaines personnes de se dire je me mets à mon compte, comme ça je serai plus flexible dans mon temps. C'est vachement intéressant ce que tu partages sur le fait que la culpabilité, elle te revient à 100% et que il y a peut-être plus de souplesse, mais le besoin de mettre des limites et de définir exactement ce qu'on veut et de communiquer, il change pas, en fait. Tout ça change Oui, pas. oui, et puis surtout, moi, c'est vrai que ce que tu mentionnais là en amont, au début du podcast, c'est que oui, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, je pense, de plus en plus à se lancer et à monter leur propre activité. Mais c'est hyper dur cette souplesse, c'est pas le Graal, quoi. Faire hyper attention à ça. Moi, c'est vrai que j'étais dans cette posture il y a encore pas très longtemps, de me dire, mais attends, et c'est aussi les retours que j'ai souvent, mais attends, t'as du temps pour toi, t'as le temps de faire des choses, tu t'organises comme tu veux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que moi, je trouve ça plus difficile de pouvoir rejeter la faute sur personne d'autre que moi-même. Mais non, mais tu C'est vois. vrai, mais t'as raison, c'est très juste, ouais. Et en fait, c'est là où c'est très dur. C'est est-ce que j'ai eu le temps de faire du sport cette semaine? Oui, non. Alors attends, j'ai mes enfants, mon mari, mon boulot. Je choisis. Mes amis, bien sûr. Donc c'est un arbitrage permanent. Il faut vraiment pas voir les choses comme la souplesse, c'est pas. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est aussi. Je sais pas sur ce mythe de la liberté aussi. C'est une liberté, mais qui est hyper anxiogène aussi dans un contexte économique difficile. La sécurité de l'emploi, c'est aussi. Il y a. Voilà, il y a du. Dans la servitude, il y a aussi une forme de confort. Tout à fait. Dans l'entrepreneuriat, bon, il n'y a aucun confort et il y a une auto-pression permanente. Le fait qu'on est vraiment seul maître de ses ambitions, de l'impact que nos ambitions ont sur notre vie perso, sur nos enfants, sur notre mari, de notre efficacité. On se remet en cause tous les jours sur notre efficacité. Est-ce que j'ai été efficace aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien priorisé? Est-ce que j'ai commencé par le bon bout? Ouais. Qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Ouais. Voilà. Alors, bah ouais, non, mais et justement, ça c'était une question que je voulais te poser sur. Donc, toi, tu as lancé Louise Abélard il y a 1 an, peu de temps avant le premier confinement. Tu en es déjà à ton deuxième confinement en 1 an d'existence d'une marque qui se lance sur un secteur avec des marques ultra installées. Tu as dû en apprendre des choses en 1 an. C'est quoi enfin, ouais, je sais pas si c'est facile de résumer ça, mais en gros, les grandes choses que tu as apprises cette année? En fait, bizarrement, moi, je pense que j'ai la chance d'être petite dans ce contexte économique très aléatoire parce que
en fait, j'ai pas l'inertie des géants. Mhm. Et en fait, j'ai l'agilité d'une petite structure qui, du coup, s'adapte en fonction de ce qui se passe autour de nous. Et, euh, et je pense qu'au contraire, alors c'est un peu, il faut pas le voir comme quelque chose de cynique, mais en fait, à ce deuxième confinement, même si c'est très dur parce que d'un point de vue business, bah, c'est clairement pas une bonne nouvelle, mais je me dis qu'en fait, c'est une opportunité aussi. Mhm. C'est une opportunité de, voilà, d'asseoir qui on est, son identité, de tester des choses Mhm. euh, et de se frayer un chemin au milieu d'un monde de plus grand qui a du mal à bouger. Ouais. Et, euh, et du coup, je le vois un peu comme, enfin, j'essaye en tout cas de le voir pas mal comme une opportunité et c'est aussi la possibilité de tester plein de choses. Mhm. J'adore cette idée. C'est une idée qui m'est très chère. Je vais organiser un live bientôt là-dessus, sur cette notion-là, justement, mais c'est chouette que tu en parles. Euh, qu'est-ce que tu as testé, toi, là, que tu n'aurais pas imaginé tester? Euh, En fait, Héloïse Abélard est née aussi avec, enfin, est née avec vraiment cette envie donc de redonner du sens, d'avoir un projet, une joaillerie qui est éthique, mais qui est hyper authentique, qui est transparente, qui est accessible, donc qui est désirable, responsable, mais qui est pas hautaine, qui est pas intimidante, qui est pour tout le monde. Mm. Et en fait, cette année qui a été très portée sur, enfin, qui a laissé quand même une belle voix aux réseaux sociaux. Euh, Nous, on est né sur Instagram et on grandit aujourd'hui grâce à notre communauté sur Instagram. Nos clients viennent d'Instagram en majorité. Donc en fait, on a pris le confinement et puis cette année en général ça nous a permis de tester énormément de choses sur les réseaux. Et on a encore plein d'idées pour ce deuxième confinement qui arrive. Donc on a testé, par exemple, au premier confinement, on a beaucoup communiqué sur le métier de la joaillerie, Mhm. sur les coulisses, sur la fabrication, ce qui est aujourd'hui très très opaque en Ouais. général parce que la joaillerie a un côté, on aime bien l'idée de se dire que c'est secret, que c'est un peu il y a une idée de grande valeur aussi, donc on ne peut pas montrer, qu'il y a des problématiques de sécurité, etc. Mhm. C'est vrai que moi j'ai eu envie de démocratiser, de montrer, d'être très transparent par rapport à ma fabrication qui est parisienne et qui est du coup assez rare. Voilà, aujourd'hui c'est assez rare de fabriquer encore en plein cœur de Paris. Euh, voilà, donc on a travaillé sur la transparence et on essaye effectivement tous les jours d'être encore plus proche de notre communauté et de faire rayonner notre marque et nos valeurs à travers une com très très dynamique, très active. Mhm. Euh, et voilà, on sent qu'en fait les gens passent quand même énormément de temps sur les réseaux sociaux dès il y a du confinement, parce Ouais. que c'est une manière aussi un peu de s'évader, de suivre des choses, de voir ce qui se passe. Donc voilà, nous, on a pris le parti effectivement d'être très très présent sur les Mm. réseaux comme toutes les marques. Ouais, et c'est super ce que vous partagez. Moi qui connais pas du tout ce milieu-là, déjà j'adore vos couleurs. Je suis très sensible aux couleurs et j'adore. Merci. Ouais. Non, et puis enfin au-delà de ça, tes bijoux sont vraiment très très beaux et j'aime bien. Tu nous amènes dans les coulisses aussi de la création et de comment tu t'inspires et c'est chouette, c'est très intéressant. Euh, Il y a une notion qui est très importante dans les équilibristes, qui est cette notion de temps pour soi. Euh, de savoir le rendre un peu sacré. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi? Alors prendre soin de soi, je pense que c'est vraiment une discipline. Mhm. Euh, je pense on est tous entrepreneurs de notre vie et notre machine, c'est notre corps. C'est très ancré en moi maintenant, c'est très évident. C'est pas pour autant que je l'applique avec beaucoup de facilité tous les jours. Ouais. Mais effectivement, prendre du temps pour soi, ça, moi, je dirais que dans un premier temps, c'est au niveau physique. Mhm. Je pense que c'est important, en effet, de faire du sport, de s'aérer, de prendre soin, en fait, vraiment de son corps, de sa machine. Et après, c'est aussi d'essayer d'être bienveillant avec soi-même. Et, Mhm. euh,
Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile parce que, voilà, je pense que ce qu'on disait, la position de la femme, entrepreneur, maman, etc., c'est pas évident. On est toujours rongé par la culpabilité. Mhm. Et prendre soin de soi, c'est aussi essayer d'un peu lâcher prise et être doux et bienveillant avec soi-même. Mm. Dire, voilà, je devais faire ça aujourd'hui, je l'ai pas fait. Bon, je vais pas me flageller toute la soirée parce que voilà, je suis pas à la hauteur. Enfin voilà, c'est d'essayer d'être un peu bienveillant et prendre du temps pour soi, c'est aussi hyper important pour durer. Parce que si je peux partager ma propre expérience, c'est vrai que Ouais. dans l'entrepreneuriat, il y a la phase 1. On se dit, est-ce que en fait, notre projet il a du sens? Est-ce qu'on va percer? Mhm. Mais en fait, la clé, c'est pas de. Enfin, c'est déjà bien, mais la clé, c'est pas de percer, la clé, c'est de durer. Et Ouais. la durée, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, au bout de 3 à 4 ans, enfin, je sais plus les statistiques des startups, mais je crois que, bon, en gros, c'est plus de 80% au bout de 3 à 4 ans qui disparaissent. Mm. Voilà, donc c'est quand même un travail de longue haleine. Il faut de l'endurance, quoi. Ouais. Et l'endurance, si à 40 ans, je veux que Héloïse Abélard, elle soit arrivée du point A qu'elle est aujourd'hui au point B, et que j'ai pas envie de le faire avec moi qui suis en mauvais état et des équipes qui sont fatiguées, et voilà. Donc Ouais. c'est garder la longue vue, en fait, la longue distance, essayer de prendre un peu de recul, d'avoir une vision un peu macro, et de s'autoriser le fait de peut-être d'aller pas aussi vite que Mm. parce que en fait, la vitesse, voilà, la vitesse, elle a des impacts. Ouais. Donc voilà, faut mesurer un peu tout ça. Ouais, et c'est vrai que la vitesse, elle est très associée à l'image un peu cliché de l'entrepreneuriat tel qu'on le présente Ouais, tout à fait. sur des levées de fonds de fou, Ouais, les ouais. trucs qui décollent à toute vitesse. Et j'aime bien puis c'est très cohérent ce que tu racontes avec la façon dont tu conçois la joaillerie, donc c'est intéressant. Je sais que tu adores lire, je sais que les livres sont importants pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as lu récemment qui t'a marqué? Alors, je suis en train de lire un livre que j'avais jamais lu, qui s'appelle Le choix de Sophie, de Ah William ouais. Tyrone, je crois. Mm. J'avais jamais lu, donc je sais pas pourquoi, mais il était dans ma bibliothèque, donc j'ai commencé à le lire. Mm. Euh, Moi, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est que j'ai une vision qui est très. Enfin, on en avait parlé d'ailleurs quand on s'était vu. Mon livre un peu de prédilection depuis quelques années, c'est Propos sur le bonheur d'Alain. Mhm. Donc Alain, c'est quelqu'un qui a vraiment cette une philosophie du bonheur par l'action. Ouais. Alors c'est une vision quand même super. Enfin, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'affect, il n'y a rien. Mais c'est une vision qui est euh, le bonheur, il vient parce qu'on fait. Et de toute façon, un bonheur qu'on aurait déjà, on l'aimerait même pas parce qu'on l'aurait pas créé. Ouais. Euh, et, euh, et donc voilà, tout vient par l'action. Donc ça c'est un livre qui m'est hyper cher parce que dans le chemin, en fait, le chemin, dans l'idée, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas d'être arrivé, quoi. Donc Ouais. ça, on a tendance à l'oublier. Et du coup, c'est dur, mais faut essayer tous les jours de se dire, mais en fait, c'est ce chemin-là que je suis en train de vivre qui est chouette. C'est pas Ouais, c'est toujours d'être dans la projection de demain, après-demain et dans 5 ans, je serai là, je serai là, je serai là. Parce que les années passent et du coup, sinon, on passe à côté des choses. Donc ça, c'est un bouquin que j'aime bien en ce moment. Et qu'est-ce que je lis? Ouais, moi, je suis une grande fan de Houellebecq. Mhm. Et je pense qu'en ce moment, c'est un homme on peut dire quand même, a été assez visionnaire sur un certain nombre de choses. Euh, voilà, donc je sais pas, en termes de D'accord. bouquins, je pourrais parler de ça. J'ai plein d'autres bouquins en tête, mais Ouais. Non, mais voilà. c'est intéressant ça me donne envie de le lire, Alain. Parce que, ouais, savourer le processus, quoi. Bah, Euh, après, enfin, c'est très froid comme mhm. pensée, parce que, encore une fois, là, on parle avec beaucoup de recul, et quand on est dans l'émotion, quand on est dans l'action, quand on a des sensations
de pression, d'anxiété, de stress, c'est très difficile d'avoir ce type de propos. Ouais, ouais. Euh, donc, en effet, je pense que. Mais c'est intéressant. Euh, je fais une digression, mais je pense que ce qui est intéressant aussi, enfin, ce qui est important dans cette vie d'entrepreneur, de mère, et qui recoupe un peu avec ce qu'on disait sur le confinement et les réseaux sociaux, c'est hyper important. Le temps pour soi, c'est aussi un temps où on déconnecte. Ouais. Et, Mm. euh, et je pense que, tu vois, pour partager mon expérience personnelle, moi, depuis quelques semaines, je me suis mis des limites sur mon portable, sur Mhm. mon iPhone. J'ai mis des limites horaires. Ce qui fait qu'à partir de 19h, mon portable passe en. Enfin, j'ai la moitié de mes applis qui sont inaccessibles. D'accord. Alors, c'est une sorte de barrière. Je peux enlever la barrière en 2 secondes si je veux. Oui. Mais je pense que c'est hyper important pour se préserver et durer dans le temps, de s'octroyer au quotidien des moments où on arrête, Ouais. où on s'arrête. Ouais. Et on se donne, et aussi pour son sommeil, pour assurer une forme de sommeil qui soit sain. Voilà. Ouais. C'est Donc c'est une précieux ce que tu nacelle, partages. mais Ouais. Non, mais en fait, tu vois, cette période, on peut tomber vite dans des choses un petit peu clichés ou mais en fait, cette période, si elle a du bon, c'est aussi ça. C'est de nous forcer à nous poser la question de ce qui nous sert et de ce qui nous sert moins et de où est la limite, et où est le plaisir et qu'est-ce qui nous nourrit, quoi. Et exactement. ouais et moi, je suis comme toi, là, ces derniers temps, je me suis remise à vraiment lire le soir et quel bonheur! Enfin, ça faisait un moment que je le faisais plus. Quel Mm. plaisir! Je me sens, je sais pas, ouais, nourrie. Il y a pas d'autre mot. Ouais, Nourrie. ouais. Non, mais Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'entrepreneuriat et le fait d'être mère en même temps, etc., c'est quand même quelque chose qu'il faut ajuster tous les jours. Enfin, en ouais. fait, il va y avoir enfin, c'est très cyclique. Il va y avoir des mois où, là, nous, par exemple, on a vécu quand même une rentrée, enfin, un mois de septembre, octobre qui était assez intense d'un point de vue personnel et Mmh. professionnel. Bon, bah voilà, là, maintenant, c'est peut-être, moi, j'ai décidé que c'était un moment aussi avec le confinement pour reposer un peu les choses et en prévision peut-être d'un mois de décembre qui va être très intense. Donc, je Oui. pense que, en fait, il faut réussir à jongler un peu avec différentes phases Mmh. euh, et, 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 euh, et puis accepter que du coup, il y ait des parties prenantes qui gagnent ou qui perdent selon les phases. Oui, oui. Tous les curseurs peuvent pas être, au top, enfin au Exactement, maximum, en même temps, quoi. Mmh. exactement, exactement. Et Louise, qu'est-ce que tu dirais à celles qui t'écoutent là et qui ont des papillons dans le ventre en pensant à un projet dont elles rêvent Carrément. depuis, de quoi? Carrément, les papillons dans le ventre, j'adore. Ouais, ouais, des papillons dans le ventre en t'écoutant, en se disant: «Ah mais moi aussi il y a ce projet là dont je rêve», Ouais. qu'est-ce que tu leur dis? Bah, moi, je leur dirais de foncer parce que bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir un déclic, enfin, d'avoir un élément clé dans ma vie qui a fait que j'ai sauté le pas, mais je pense que il faut pas perdre de temps parce que bon, bah, on sait pas combien de temps, enfin, voilà, la vie est pas forcément longue, Mmh. euh, donc faut pas non plus trop attendre. Euh, Dans la vie, il faut prendre des risques, donc il faut juste les évaluer. Il Ouais. faut se poser et se dire, bah voilà, en fait, moi c'est ce que j'avais fait. Hein. Je m'étais dit, bon, bah, je vais lancer un compte Instagram en novembre, je vais fabriquer 10 bijoux, et puis je vais me donner 3 mois, on verra bien si j'en ai vendu. Bon. Mmh. Ça, pour moi, c'est la phase facile. Hein. La phase plus difficile, c'est après de structurer et de se dire, bah, en fait, attends, maintenant que j'ai vendu et que ça se passe plutôt bien, qu'est-ce que je fais? Ouais, ouais. Mais voilà, chaque phase, chaque chose en son temps. Mais du coup, moi, je dirais à ces personnes de se lancer parce que il faut peser chaque aspect, donc l'aspect financier, l'aspect voilà, impact sur ma vie personnelle, que ce soit vis-à-vis de mes enfants, de ma famille, de mes amis, de mon mari. Euh, mais il y a un moment, la frustration euh, et le malheur qui peut être lié à une situation professionnelle dans laquelle on est malheureux, enfin, ça peut être vachement dommageable aussi. Quoi. Parce que ça peut aussi avoir des gros impacts dans les vies perso. Ouais. Quand on n'est pas heureux dans sa vie professionnelle, on peut aussi impacter
tout comme quand on est entrepreneur, sa vie perso. Donc, moi, je dirais qu'il faut foncer, il faut surtout pas attendre trop longtemps. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut vraiment faire pour apprendre. Ouais. Alors, on l'entend beaucoup quand on est entrepreneur, il faut tester, et puis on se casse la figure, on se relève, etc. Bah, pour le vivre aujourd'hui, c'est vrai que c'est le cas. Je pense qu'il faut surtout pas attendre 2 ans, alors, sauf quand on n'a pas du tout d'idée, qu'on est dans une reconversion totale, etc. Mais il faut quand même assez vite tester les choses et pas mettre 1 an sur un projet qui est déjà dans notre tête, à construire un business plan, à se dire bah, attends, je vais commencer par ci, par ça, par machin. Ouais. Et aussi faire par soi-même. Faire par soi-même, apprendre par soi-même, en se faisant aider a posteriori peut-être. Mais et il faut, moi, je crois beaucoup à l'idée de savoir faire tout ce qu'on fait dans sa boîte. Mhm. Je pense que c'est important. C'est super, super intéressant ce que tu partages et notamment sur le fait que pour toi, c'était pas tant te lancer qui était plus dur, c'était après coup. Parce que je pense que ça, c'est très, très personnel et qu'il y a des gens pour qui c'est de se lancer qui est plus dur et que c'est après que c'est plus simple. Mais tu vois, ce truc de partager que bah, tu t'étais dit, je vais faire X bijoux et je vais voir si ça se vend, il y a vraiment cette idée de décortiquer les choses en toutes petites actions. Oui. Et ça me fait penser à ce qu'on avait partagé avec Alexia dans l'épisode Alexia Colson du Barchi qui parlait aussi de vraiment regarder sa peur en face et plutôt que d'en faire un truc un peu abstrait, Oui. totalement inhibant, de se dire ok, de quoi j'ai peur? J'ai peur de plus avoir de sous pour payer ma vie de famille. Ok, Bien sûr. si ça arrive, c'est quoi mon plan? Enfin, d'être très très concret Exactement. et que ça Exactement. permet d'avancer, Moi, je quoi. partage tout à fait ça. C'est vrai que Ouais. moi, j'ai commencé en me disant, donc je vais essayer de vendre mes bijoux. Si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit très concrètement, bah, j'aurai 10 bijoux pour moi. Chouette, trop bien. Ouais. Je les porterai, je les donnerai à ma fille. Bon, problème réglé. J'aurais dépensé combien d'argent? Bon, bah voilà. Est-ce que je suis capable de le faire? Oui, non. Est-ce que je les ai? Oui, non. Ok, problème est réglé. Ensuite, si ça marche pas, c'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact pour moi, perso? Ouais. C'est un sentiment d'échec incroyable, je vais rester enfermée chez moi, je vais plus jamais réussir à sortir, je vais avoir honte, voilà. C'est vraiment évaluer ces éléments-là. Ouais. J'aime bien Finalement, je vais chercher un nouveau job. Qu'est-ce que je vais dire quand je vais chercher un nouveau job? Ben, en fait, j'ai lancé une boîte, ça va marcher. Bon, voilà, c'est toutes ces questions-là. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire un truc. Attention, hein, une fois que, enfin voilà, se lancer, c'est hyper dur, mais après, il y a plein d'autres choses, quoi. Voilà, faut pas se dire, voilà, ce qui est le plus dur, c'est de se lancer. Franchement, moi, mon opinion perso, c'est pas ça. En tout cas, dans mon cas perso, ce qui est plus dur, c'est de construire. C'est pas de se lancer. Se lancer quand personne vous connaît, que au final, bon, bah, il y a 10 personnes qui vous disent que c'est super et voilà, bon, bah, la prise de risque, elle est quand même, une fois qu'elle a été évaluée, voilà. Construire des choses, prendre des risques quand ben, on investit plus financièrement, quand on prend des responsabilités vis-à-vis de personnes qui travaillent pour nous, que on s'expose. Parce que moi j'ai une marque un peu éponyme aussi, donc forcément je m'expose un peu, même si j'aime pas du tout j'aime pas vraiment du tout être mise en avant de cette marque, mais j'aime pas qu'on me voit moi, j'aime pas, voilà, pour moi la marque elle vit seule. Mais forcément, on s'expose en tant que dirigeant, on prend des décisions. Donc voilà, alors, quand on ne s'est pas du tout lancé, c'est compliqué de penser à ça, mais il faut avoir cette auto, en fait, il faut avoir, je trouve, hein, moi, ce que j'essaie, c'est cette auto-analyse permanente aussi. Ouais. De quoi t'es fière, Héloïse? Bah, je suis fière d'avoir 35 ans, d'être maman de 2 enfants merveilleux, d'avoir un super mari, d'avoir monté une boîte, d'être chef d'entreprise. Alors, ça, j'ai rempli ça, j'ai rempli une fiche, là, je sais plus pourquoi, on me demandait ce que je faisais. Alors, j'ai écrit chef d'entreprise, alors ça m'a complètement clouée, j'avais pas du tout. Mais bravo de l'avoir écrit. Ouais. J'avais pas du tout formulé ça. C'était une fiche d'inscription pour les enfants, métier de la maman, bon, alors, chef d'entreprise. Je me suis dit, chouette, ça claque. Donc voilà. Mais non, je suis fière de là où j'en suis et puis surtout je me souhaite
tous embarqués dans cette aventure, que ça grandisse et surtout avec beaucoup de bienveillance et d'épanouissement, quoi. Ouais. On te le souhaite aussi. On mettra tous les liens pour retrouver Héloïse et Abélard sur Instagram et tout Oui, dans les oui, notes de l'épisode et les liens vers les livres dont tu as tout à fait. parlé. Ce que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que c'est un point important que je souhaiterais préciser, Ouais. c'est que dans les choix qu'on a fait aussi, que j'ai fait de la création de la société, donc Héloïse et Abélard est une maison de joaillerie circulaire qui est vendue sur Internet et qui est vendue dans notre showroom à Paris. On reçoit nos clients sur rendez-vous, on n'a pas de boutique. Et du coup, c'est moi qui reçois les clients un par un et on fabrique à la commande le bijou de notre client dans un délai de 3 semaines. On n'a pas de stock parce que l'idée c'était vraiment de recycler sans restocker. Donc on a un fonctionnement direct avec nos clients qui nous permet aussi de renforcer cette idée de transparence et d'authenticité qui est très ancrée dans la marque. Voilà. Merci beaucoup Héloïse de ton temps, de ce que tu construis et de ton partage très transparent. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci beaucoup Héloïse pour ton partage et merci à vous de nous avoir écoutés. Pour vous abonner à ma lettre hebdomadaire numéro d'équilibriste, rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com. J'y partage chaque semaine des anecdotes, des ressources et des idées qui prolongent nos conversations dans le podcast. Et en ce début d'année, j'aimerais vous demander un petit service qui vous prendra 2 minutes chrono. C'est d'aller sur votre plateforme d'écoute préférée et de mettre une note et un commentaire sur les équilibristes. Ça a vraiment un impact énorme pour la visibilité du podcast et ça me permet de continuer à refuser de mettre de la pub sur le podcast. Moi non plus, j'ai pas très envie d'entendre des pubs pour des voitures dans les équilibristes, oui, on me l'a déjà proposé. Mais il faut avoir conscience que tout ce travail a une valeur et donc un coût. Donc la meilleure manière de m'aider à faire rayonner ce travail, c'est de partager, d'en parler autour de vous et de faciliter le travail des algorithmes des plateformes en exprimant que vous appréciez les équilibristes. Un très grand merci à vous et à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.